Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur Bio1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, le débat politique. À la une, ce soir, ce sont des personnalités, des événements et même des images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Que faire pour arrêter la descente aux enfers du franc congolais? Pouvoir d'achat effrité, salaire impayé, sécurité aléatoire. Pour beaucoup dans l'opposition, ce sont des signes d'une fin de régimes qui sont là réunis. Les mouvements rebelles ou insurrectionnels attirent de plus en plus des jeunes. Pourquoi? Et au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les chefs d'État africains viennent d'exprimer leur soutien à Joseph Kabila. Est-ce un signe, ce retour au 30 juin dans la méditation? Fallait-il fêter avec faste alors que Béni et ses environs étaient en feu? Je suis sur ce plateau avec Giresse Sanzala. Il est à la communication de l'Arc d'Olivier Kamitatou. Et Kizito Ngoy, il est militant du PPRD. Monsieur Sanzala, Monsieur Kizito, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors on commence par cette photo qui a fait le buzz. Au point de devenir viral, il y en a deux en fait. La dernière, on y voit Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, syndicat Dokolo et Salomon Eskedela. Et la première, il y avait syndicat Dokolo, Olivier Kamitatou, José Ndundo et Moïse Katumbi. C'est quoi l'enjeu de cette grosse com? Oui, madame, vous savez, en communication visuelle, ces photos donnent un message. C'est quoi le message? Que ce sont des Congolais qui se sont rendus compte du danger que guette la République. Eh bien, ils se sont mis ensemble pour sauver la République, sauver la démocratie que nous avons obtenue au prix des rivières des sangs. Il y a des Congolais qui sont morts. Rappelez-vous, on parle de 6 millions de morts, voire plus. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un, un individu qui s'arroge les leaks de confisquer la démocratie pour s'assurer une destinée personnelle. En tout cas, moi, je pense que ça n'arrivera pas et que j'en appelle à la mobilisation des uns des autres. Nous devons suivre l'exemple des autres. Alors, il faut s'attendre à des regroupements, des coalitions de type rassemblement dans les jours qui viennent. On va en parler. Maître Kizito Ngoy, au PPRD, dans les forums de discussion sur les réseaux sociaux, j'ai vu des réactions de type il y a des étrangers sur cette photo. C'est qui ces étrangers et pourquoi vous dites ça? Oui, madame. Et dans cette photo, nous avons constaté la présence des étrangers, les gens qui détiennent aujourd'hui. Qui est étranger sur cette photo? Nous voyons Moïse Katumbi, nous voyons ici Dika et les consorts, et qui détiennent aujourd'hui plusieurs nationalités. Alors, nous avons notre constitution, madame. La constitution congolaise demande à ce que les citoyens congolais aient une seule nationalité. Et nous sommes fiers d'avoir la nationalité congolaise, puisqu'elle est une et exclusive. Nul ne peut détenir cette nationalité en concurrence d'une autre. Ok, indépendamment de ça, c'est logique qu'ils se mettent ensemble pour tenter d'obtenir des changements. Non, mais non, on ne peut pas parler qu'ils peuvent se retrouver en dehors du pays alors que nous avons besoin d'eux ici au pays. S'ils estiment qu'ils sont congolais, alors ils peuvent venir au pays. Aujourd'hui, madame, et la classe politique et surtout la majorité présidentielle et le PPRD, mon parti politique, nous sommes en train d'appeler à l'enrôlement. Et ils font quoi en Europe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens à aller s'enrôler en Europe. D'accord, à ce sujet, ils sont à l'étranger et pas au Congo pour s'enrôler. C'est lui qui le dit. Hein. Madame, il a parlé des étrangers. En fait, moi, je me dis, quand on assume des fonctions politiques, il faut être sérieux. Moïse Katumbi, on les traite d'étrangers. Mais c'est un monsieur qui a dirigé la riche province de Katanga pendant près de 10 ans. En ce moment-là, personne ne parlait de sa nationalité. Mais je ne pense pas que si Moïse Katumbi est italien, il a contracté ses nationalités pendant ce temps ici. Je ne pense pas. Moïse Katumbi, il est congolais. Il est congolais plus que même nombreux que nous connaissons. Syndicat Dokolo. Il dit qu'il est angolais. Moi, je pense qu'il est congolais. Les noms Dokolo, nous connaissons tous. Seulement, il s'est marié à une femme angolaise. Moi, je pense qu'ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur de Katumbi, ils ont peur de syndicats Dokolo et des autres. C'est pas ça le problème. Le problème est que le pays est en danger. On doit regrouper toutes ces intelligences, toutes ces qualités-là pour sauver les pays qui sont bloqués. C'est ça le vrai problème. Mais quand il dit qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils ne veulent pas. Mais Moïse, il doit rentrer bientôt. Là. Il est en train de faire ses adieux aux amis.
faire ses valises, il va rentrer et en citoyen libre. Et le syndicat n'a pas de problème de justice et les autres là. Ils ont peur de ces gens et je pense que c'est normal. Mais tout ce que je peux leur dire de se calmer un tout petit peu. Autre information à la une, c'est Jean-Marc Kabound. Non, il n'a pas été déchu de son poste de secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya, le porte-parole, parle même de vastes blagues. J'irai sans ça, je vais vous garder. Que se passe-t-il autour de cette vraie fausse information? Aujourd'hui, avérée fausse parce qu'il y a eu ce démenti. Madame, nous assistons à ce qu'on appelle la banalisation des fonctions de l'État. Moi, je suis beaucoup la politique française. Bientôt, on votera la loi sur la moralisation de la vie publique. Et donc, quand on fait la politique, on est sérieux. Celui qui a pris cette décision, il n'est plus de l'IDPS. M. Bruno Tibala n'est plus de l'IDPS. C'est en réalité une vaste blague, comme a dit M. Kabouya. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont organisé un truc, à la suite de laquelle il dit, M. Kabound, il est suspendu de ses fonctions du secrétaire général. Je ne suis pas juriste, je crois que mon ami il peut en savoir quelque chose. Est-ce qu'ils ont qualité de faire ça? Quand on n'est plus de l'IDPS, on ne peut plus engager les partis. Et finalement, il dit, M. Félix Tshisekedi, il serait nommé secrétaire général. En qualité de qui ils peuvent nommer Félix Tshisekedi? Moi, je pense que quand on fait la politique, on doit éviter des comédies. La politique, en tout cas, mon humble ami, c'est un art des excellents. Donc, on ne doit pas mélanger les choses. S'ils veulent faire la comédie, en tout cas, ils n'ont qu'à suivre les moyens de gauche et consorts. Kizito Ngoy. Oui, madame. D'abord, avant de parler des actes qui ont été posés, il y a lieu de voir les faits. Qu'est-ce qui est reproché à Jean-Marc Kabound, secrétaire général de ce parti? Aujourd'hui, on ne sait pas comment qualifier l'IDPS. C'est le détournement de l'argent, madame. Les gens qui prétendent aujourd'hui diriger la République démocratique du Congo, mais au sein de leur parti politique, il y a des vols, il y a des détournements de fonds. Voilà, ces derniers se sentant frustrés, ils ont voulu lever l'option et de prendre un acte courageux afin de mettre hors état de nuire ces gens qui engagent le parti aujourd'hui, mais avec des antivaleurs. Jéré Sanzala a dit que c'est celui qui a pris cette décision n'a pas qualité, n'est plus de l'IDPS. En tout cas, madame, quand vous lisez les statuts de l'IDPS, vous trouverez qu'il n'y a pas une sanction d'auto-exclusion. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, revendiquent. Qu'est-ce qu'on leur reproche? On dit que ces gens se sont exclus puisqu'ils ont suivi la ligne patriotique de sauver la République. Auto-exclus, c'est ça le terme qu'ils utilisent là-bas? Ouais. Oui, ils n'ont jamais été auto-exclus, madame. Puisque cette sanction-là n'est pas régie dans les textes qui régissent l'IDPS. Alors, ils sont en plein droit de se réclamer comme membres de l'IDPS. Et par conséquent, ils peuvent poser les actes. Et aujourd'hui, vous avez vu, ils ont levé l'option, puisqu'ils l'ont convoqué. C'est une commission de discipline qui convoque les militants, en qualité de secrétaire général, de venir répondre devant les faits graves, madame, qui lui sont reprochés. 20 000 dollars qu'il prend pour l'organisation du funérail du fait Étienne Tshisekedi. Et le monsieur se donne le luxe de détourner ses fonds. Et il va en faire des dépenses privées, individuelles. Et on lui appelle pour venir justifier. Il fait le gros dos, il ne vient pas. À ce moment, on lève l'option. Ça les engage, madame. Moi, je suis du PPRD. Au PPRD, nous n'assistons pas à ce genre de gens. D'accord. Des soupçons de détournement de fonds qui justifient cette décision. En tout cas, ça se comprend ou pas? En tout cas, je suis pas de l'UDPS, je suis de l'ARC. Ce que je sais... L'UDPS, c'est votre allié? Notre allié, bien entendu. Ce que je sais, que ces gens n'ont pas qualité. Il se peut qu'il y ait détournement. Mais est-ce qu'ils ont qualité de convoquer M. Kabound? Est-ce que lorsqu'il s'agit, selon les statuts de l'UDPS, que je maîtrise moins, est-ce qu'il s'agit de ce genre d'affaires? Est-ce que les gens qui ne sont plus de l'UDPS, est-ce qu'ils peuvent convoquer le secrétaire général? Je crois que l'UDPS c'est un parti super organisé. Ils ont des structures qui vont certainement statuer sur ça. Si il y a effectivement des détournements, mais ces gens ne sont plus de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti que nous connaissons. Eux, ils se considèrent toujours comme de l'UDPS. Madame, ce que je sais que, je pense que ce sont des gens qui aiment l'UDPS. Alors, si réellement ils aiment l'UDPS, ils n'ont qu'à s'accommoder et donc à s'arranger pour devenir membre. Donc, il y a eu une ligne de conduite qui n'ont pas voulu respecter, à commencer par M. Tibala. D'accord. Alors, il y a cette question, puisque vous avez soulevé le débat, qui est de l'UDPS et qui ne l'est pas. Sami Badi Banga, il est de l'UDPS ou pas? Sami Badi Banga, il n'est plus de l'UDPS, ça nous connaissons.
Il n'est plus de l'UDPS. Sami Badi Banga, c'est comme on dit un transfiche de l'UDPS. Il était, je vois encore au moment des campagnes, comme il avait mis sa photo avec celle du fait Tshisekedi. Et donc il est élu une fois, Lévi avait dit, ne siégez pas, il a siégé. Depuis ce temps, il n'était plus de l'UDPS. Et par la suite, il peut y avoir des arrangements parce que les alliances se font et se défont. Mais dès lors qu'il a participé au dialogue de la Cité de l'Union africaine, en ce moment-là, il y avait rupture, il n'est plus de l'UDPS. Est-ce qu'il parle de l'UDPS aujourd'hui, M. Sami Badi Banga? Je ne crois pas. Les autres doivent faire autant. Bruno Tshibala non plus n'est plus de l'UDPS. Non, Bruno Tshibala n'est plus de l'UDPS. On avait constaté son auto-exclusion, ça c'est clair. Je suis pas venu faire le procès de l'UDPS, mais c'est que je sais qu'il faut, à un moment, quand on assume des fonctions de responsabilité, avoir le courage de dire la vérité. Ces gens ne sont plus de l'UDPS. À cet effet, ils n'ont plus le droit d'engager ces partis. Vous répondez quoi à ça? Madame, au nom de quoi ils sont plus membres de l'UDPS? Je ne voudrais pas me porter comme leur avocat, mais il y a les textes. Ces gens, ils disent que les statuts de l'UDPS, aucune disposition ne prévoit la sanction d'auto-exclusion, madame. Et jusqu'aujourd'hui, Sami Badi Banga, Bruno et le reste, ils se réclament de l'UDPS. Qu'est-ce que le parti? Le parti n'est pas régi comme qui dirait quelqu'un se réveille chez lui à la maison, il prend des décisions comme il veut. Non, le parti politique fonctionne par rapport au statut et au règlement. Et les statuts de l'UDPS ne prévoient nullement de sanction d'auto-exclusion. Il fallait qu'ils trouvent une autre sanction pour constater qu'ils ne sont plus membres de l'UDPS. Tant qu'ils seront en train d'évoquer l'auto-exclusion, à ce moment-là, il doit prouver. D'où il tire cette sanction d'auto-exclusion. Il est tire d'où? Alors on va passer au CENSA, cette réunion préparatoire à l'UNC et Eurasop Limité, on parle d'un non-événement, alors que c'était prévu de longue date. En réalité, c'est vraiment le mot qui convient, c'est un non-événement. Nous réclamons l'application de l'accord. Jusqu'à maintenant, nous estimons que l'accord n'est pas encore appliqué. Et je suis un peu très mal placé de parler de cette histoire-là. J'ai entendu les gens de l'UNC, ils se sont ravisés un tout petit peu. Et le président Kamere dit qu'il ne serait plus, il n'est plus dans la course. Ils ont signé l'arrangement particulier que nous appelons l'arrangement falsifié. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, on doit être sérieux quand on assume des fonctions de l'État. Vous précipitez à signer des choses alors que vous savez pertinemment bien que ce sont des faussetés et maintenant l'histoire vous rattrape. Maintenant, aujourd'hui, ils sont très mal placés à parler aujourd'hui. Ils sont très mal placés. Donc, ce que j'ai dit, l'arrangement particulier pour nous, c'est un non-événement. Nous réclamons l'application de l'accord, mais cette fois-là, de bonne foi, parce que vous savez autant que moi que la majorité présidentielle nécessite de multiplier les entraves pour la mise en œuvre de cet accord. Mais, tôt ou tard, l'histoire va toujours nous rattraper. C'est quoi la prochaine étape après cette réunion préparatoire? Madame, la réunion préparatoire convoquée par le président de l'Assemblée nationale, qui a reçu mandat, le président de la République, qu'il fallait réunir les délégués signataires de l'accord de Saint-Sylvestre afin de lever l'option sur qui seront les membres de cette institution qui sera mise en place dans les jours à venir. Et je suis en train seulement de constater la mauvaise foi. C'était les cas de mon co-débatteur qui dit ici ils veulent l'application de l'accord. Alors que nous sommes sur cette voie-là de l'application de l'accord. Appliquer l'accord, c'est aussi mettre en place les comités comité national de suivi de l'accord. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez autre? Et même la réaction du président de l'INC, Vital Kamerhe, qui il est lui-même signateur de l'arrangement particulier. Il a signé l'arrangement particulier devant le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, il les invite, venez, à ce que dans les heures qui suivent, que ces comités soient mis en place. Il ne veut pas venir. Et il donne des raisons, madame, je l'ai suivi. Il dit que non, dans l'accord, il n'est nullement stipulé et que le président de l'Assemblée nationale pouvait le convoquer. Alors qu'au moment où il signait l'arrangement particulier, il a signé devant la même autorité, président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. À ce moment-là, nous estimons, puisque la réunion a eu lieu, les gens avaient répondu et nous estimons que demain ou après-demain, et selon les rapports que le président de l'Assemblée nationale va fournir au président de la République, et l'option courageuse sera levée
afin de mettre en place ces comités. Parce que les soucis des peuples congolais, c'est quoi? C'est que ces comités soient mis en place et que l'exécution de l'accord de Saint-Sylvestre soit mise en place et qu'on évolue. La CENI continue avec l'enrôlement, nous évoluons afin que dans les jours à venir, que nous ayons les élections. Parce que les peuples congolais ne demandent pas autre chose. Les élections justement, hein, le calendrier manque toujours à l'appel et des voix se sont élevées au niveau de la majorité présidentielle justement pour dire qu'elles étaient quasiment impossibles. Madame, avant de répondre à cette question, j'aimerais clarifier une chose. Quand je dis l'accord n'est pas appliqué, quand vous lisez l'accord, je ne sais pas si mon ami a lu l'accord, quand vous lisez l'accord, on dit clairement que le gouvernement sera dirigé par le Premier ministre, sera présenté par les rassemblements, c'est ça les mots utilisés. Est-ce que M. Tibale est présenté par les rassemblements? Il est présenté par qui? C'est ça le premier problème. Le second, on dit le CSA sera dirigé par le président du Conseil des sages du rassemblement. Qui est le président du Conseil des sages du rassemblement aujourd'hui? C'est M. Olengankoy. C'est ça le vrai problème. Ce que je dis, il faut appliquer l'accord de bonne foi. Mais nous notons qu'il y avait eu une mauvaise foi au sein de nos amis de la majorité. Et maintenant qu'il y a deux ailes du rassemblement. Il n'y a pas des ailes, madame. Vous savez, il n'y a pas des ailes. Qui conduisait la délégation du rassemblement à ces discussions? C'est M. Olengankoy. C'est pas ça le problème. Ils savent ce qu'ils font. Mais tôt ou tard, on viendra encore discuter ici. Qu'est-ce qu'ils font? Parlons. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, d'après vous? Ah, ça c'est une très bonne question. Ce qui se cache, c'est que la majorité multiplie les entraves pour écarter les autres. Je l'ai rappelé une fois ici, madame, que c'était pour nous une aberration de laisser ceux qui ont bloqué les élections laisser la gestion et l'organisation de centre LR. Mais parce qu'ils l'ont fait volontairement. Donc, après les dialogues, on s'est mis d'accord, sur base d'un compromis, on va diriger ensemble une gestion consensuelle ou collégiale, si vous voulez. Mais, par la suite, ce sont des gens comme ils sont rusés et ils ont multiplié les entraves pour nous écarter. C'est ça les vrais problèmes. Jusque-là, jusqu'à maintenant, dans quel but? Vous écartez dans quel but? Dans le but de tout contrôler. Dans le but de bloquer encore. Vous venez alors de parler des élections. Maintenant, vous dites qu'il n'y aura pas d'élection cette année. J'ai l'accord avec moi ici. C'est pas moi qui le dis, hein. Il y a des gens qui le disent. L'accord dit ceci. Les parties prenantes s'engagent à organiser des élections au plus tard en décembre 2017. Et M. Nanga nous avait rassuré que fin juillet, on aura des fichiers au grand complet. Nous attendons, nous sommes encore au début juillet. J'espère que d'ici la fin du mois, M. Nanga pourra nous présenter un fichier complet. Nous aurons des élections au mois de décembre, madame. Là, on ne tergiverse pas, là, on ne transige pas. On aura des élections. Et s'il n'y a pas d'élections, les responsabilités doivent être établies. Et quand la majorité on dit que certains disent que les élections sont impossibles en décembre 2017. Madame, vous m'appelez Monsieur Giresse, construisez-moi une maison. À la fin, je dis, en tout cas, je suis incapable de vous construire une maison. La conséquence, je laisse, vous choisissez une autre personne. C'est bien clair. Vous êtes incapable de diriger les élections. Vous êtes incapable de protéger les Congolais. Rendez l'établi, c'est plus simple. Les élections impossibles en décembre 2017, c'est pour des motivations techniques? Madame, nous avons une institution indépendante, la CENI, qui organise les élections. Et aujourd'hui, nous attendons que la CENI puisse s'exprimer clairement. Or, la CENI ne peut pas s'exprimer aujourd'hui tant que l'opération de l'enrôlement n'a pas encore pris fin. Et au moment où on commence l'enrôlement, madame, sur l'étendue du territoire national, et les Kasaï, il n'y avait pas de problème. C'est qu'il y a aujourd'hui. C'est pas après qu'on ait commencé avec l'opération d'enrôlement qu'on constate au Kasaï qu'il y a des troubles par-ci par-là et que cette province est restée en retard et sans que l'enrôlement n'ait commencé. Alors que les autres provinces, ça continue. Nous espérons, madame, puisque les soucis que nous avons aujourd'hui, nous tous, c'est la tenue des élections. Mais si on constate qu'il y a certains compatriotes qui ne sont pas enrôlés, madame, comment nous serons pressés d'aller aux élections? Puisque la volonté même du président de la République, c'est quoi? C'est avoir des bonnes élections. Nous ne voulons pas des contestations. Nous ne voulons pas des climats de troubles comme c'est fait le cas en 2006 et en 2011, de ceux qui ont toujours trouvé des raisons pour revendiquer de certains droits non fondés, madame. Nous voulons les élections crédibles, apaisées, afin que ces pays décollent. Alors, l'examen d'État vient de se dérouler normalement au Kasaï central. Rien n'empêche que l'enrôlement des électeurs se passe également normalement dans ces régions en proie aux violences. Et madame, nous croyons certainement que les Kasaï ils vont s'enrôler au moment où ils vont terminer l'opération d'enrôlement et on va passer aux élections. D'accord, j'irai sans Allah. Madame, quand on aborde cette question de Kasaï, ça me fait mal.
que les amis défendent aussi cette question de cette façon-là. Ce qui se passe au Kasaï traduit tout simplement l'absence de l'autorité de l'État. On ne doit pas se frotter les mains quand on est capable d'assurer la sécurité. Je le répéterai plusieurs fois que présider, c'est protéger. Quand on est président de la République, on ne sait pas protéger les citoyens. Je crois qu'on doit se poser des questions. Donc la question du Kasaï, à mon avis, en tout cas les amis devaient être mal à l'aise d'en parler. Il y a eu examen d'État, comme vous venez de dire. Ils doivent s'y mettre. La population de Kasaï, on a besoin ce sont des Congolais comme vous et moi, ils doivent remplir leur devoir civique et puis voter au moment opportun. Ils doivent être enrôlés, ils seront enrôlés. Et d'ici fin du mois, dans la fin de ces mois, on aura la constitution de ces fichiers électoraux, comme avait dit M. Nanga. Pour le reste, ça ne nous regarde pas parce que ce sont eux qui dirigent. Ils nous ont écartés volontairement de la gestion, alors que c'était consensuel. Alors nous en tenons maintenant à l'organisation des élections, et M. Nanga doit tout faire, en tout cas, pour qu'il nous présente le fichier au grand complet à la fin de ces mois, et en décembre, nous aurons des élections. Là, nous ne transigerons jamais sur cette question, des élections en décembre. Alors, il y a eu une polémique autour du 30 juin, commémoré dans la méditation. Fallait-il fêter alors que Béni et ses environs étaient en feu? Non, madame. Et c'est une occasion pour moi de dire merci au président de la République qui a estimé que même l'indépendance, madame, nous ne l'avons pas eu dans une atmosphère de fête. Nous avons eu cette indépendance au moment où certains compatriotes, et comme notre héros national Lumumba, a payé de son sang pour ce pays. Et nous avons constaté que les 30 juin, au Kasaï, il y a des troubles, et à Béni, il y a des troubles. Le président de la République a dit non, il faut qu'on reste à la maison, qu'on puisse méditer. Si ce qu'a été effectivement ces moments où nous accédions à l'indépendance, et à ce moment-là, il nous demande de rester à la maison, de méditer, de rester dans un climat de calme, de sérénité, afin de voir ce que pensent certains de nos compatriotes qui vont encore s'aligner derrière les financiers, derrière ceux qui nous ont colonisés hier. Et aujourd'hui, ils sont avec les enfants de ceux qui nous ont colonisés hier, afin de revenir encore nous recoloniser. Nous disons non, madame. Nous étions en train de méditer et là, nous sommes vraiment bien nourris. Nous avons compris léger comment ça se passe. Et nous allons barrer la route à ces jeunes gens qui veulent et qui prétendent qu'ils vont encore, et à leur tour, nous recoloniser. Au moment où nous avons fait avec eux les mêmes études, nous estimons que nous avons le même niveau qu'eux et qui n'ont aujourd'hui aucun argument de nous opposer ou de revenir encore dans ces pays et comme des héros. Et non, c'est impossible, ça ne passera pas. Monsieur Sanzalam, 30 juin dans la méditation par solidarité avec les populations dans les régions en proie aux violences. Madame, est-ce que nous fêtons d'abord le 30 juin? Certes, il y a des cérémonies, ça et là, et puis ça se termine. C'est une minorité qui fête. On ne fête pas, mais méditer pour des raisons valables, je dis oui. Mais la suite, pourquoi ne pas s'adresser à la population, le chef de l'État? Pourquoi il a refusé? Nous avons lu les communiqués pour des raisons de santé. Ah, bon, c'est un humain comme nous, il peut tomber malade. Et 2 jours après, il prend son avion pour Addis Abeba. Qui se moque de qui? Pour vous, ce n'était pas possible? Non, madame, il devait qu'il se rétablisse 2 jours plus tard? Ah bon? Madame, il devait s'adresser à la nation. Nous avons besoin de sa parole. Pourquoi il ne l'a pas fait d'après vous? Je ne sais pas, moi. Puisque vous semblez douter, des raisons qui ont été... Non, madame, on est des intellectuels, nous essayons d'analyser les faits. Il dit, il ne peut pas s'adresser pour des raisons de santé, et 2 jours après, il prend son avion pour Addis Abeba. Alors, s'il avait parlé, vous seriez attendu à ce qu'il dise quoi? Madame Mamina Massengo, il est le chef de l'État. Il est président de la République. Et vous avez des attentes. Vous avez des attentes. Mais bien entendu, il doit rencontrer nos attentes. Alors, s'il ne raconte pas nos attentes, il devait dire quoi? Joseph Kabila devait dire quoi le 30 juin? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais en tout cas, il devait rencontrer les... Non, je vous demande à vous ce que vous auriez voulu entendre de Joseph Kabila au soir du 30 juin. Très bien. Nous aurions voulu attendre de Joseph Kabila un mot sur la situation, disons, économico-sociale difficile des Congolais. Nous aurons voulu attendre de Joseph Kabila sur l'organisation des élections. Nous aurons voulu attendre de Joseph Kabila sur la sécurité. Je parlais ici de l'absence de l'autorité de l'État. Il y a plein de questions que nous aimerions
Écoutez, Joseph Kabila a parlé de ça. C'est lui le chef de l'État, on n'a pas de chef d'État. C'est lui. Il doit rassurer. Quand un chef d'État ne rassure pas, il y a lieu de se poser des questions. Alors, d'après Jiré Sanzalas, c'était un faux malade. Madame, je ne sais pas au nom de quoi il parle de faux malades. Au moment où le président lui-même estime dans son communiqué et que l'état de santé ne lui permettait pas de se tenir devant les peuples congolais pour parler. Et qu'il a estimé qu'il fallait communiquer par écrit. Et il l'a fait. Lui, il n'est pas son médecin. Et si le président de la République, c'est même pour comprendre qu'il est devant des responsabilités, qu'il ne demande pas même qu'il puisse dormir. Vous voyez, les jours après, moi même qu'il puisse bien se rétablir, il prend l'avion. Il va répondre devant l'appel du rendez-vous. C'était impérieux qu'il soit à ce sommet d'Addis Abeba pour obtenir le soutien de ses pairs africains. C'était impérieux puisqu'il avait un message qui est en train de bouillonner dans les cœurs de tous ceux qui se retrouvent dans la peau des nationalistes. Il fallait aller faire voir à tous ces dirigeants africains les messages nationalistes afin que ces derniers puissent se réveiller, puisqu'apparemment on constatait que les présidents africains commençaient à dormir. Et hélas, là, ils se sont réveillés, après l'avoir entendu, et ils ont pris tous une décision, à l'unanimité, madame, pour condamner les actes que les Occidentaux continuent à poser jusqu'à ce jour. Une vingtaine de ses collaborateurs sont sous le coup des sanctions internationales des États-Unis et de l'Union européenne. C'était utile qu'il soit à ce sommet, quoique ça fait un moment qu'on n'y voyait pas. Et il a réussi à obtenir le soutien des chefs d'État africains. Il a obtenu? Je ne pense pas. Madame, vous savez, l'une des questions importantes qui a retenu l'attention de ces présidents africains, c'était l'autofinancement de l'Union africaine. L'Union africaine a un budget, je crois, de 800 millions de dollars, mais c'est 80% de ces budgets proviennent de l'Union européenne. Madame, en politique, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. On est très faible, on ne saura pas faire face à ces gens. On est très faible. Madame, on se pose des questions dans les milieux politiques, surtout en Europe. Pourquoi tous ces présidents africains veulent rester au pouvoir alors qu'ils n'ont presque pas de vision ni de gouvernance? Pourquoi ils s'accrochent? Pourquoi vous retrouvez Hollande qui vient, il fait 5 ans et il part, il fait quand même quelque chose, il part. Mais on trouve Joseph Kabila qui a fait presque 15 ans. Il est en train de marquer les pas, il a même fait régresser le pays, mais il veut toujours rester. Il y a lieu de se... Alors nos amis blancs là ne trouvent pas normal. Ils disent en tout cas, il y a quelque chose qui croche. C'est pour ça que, excusez de le dire, je suis vraiment un vrai nationaliste, mais on dit parfois on n'a pas le même niveau avec ces blancs. Pourquoi? Hollande il fait 5 ans, il dit ok, je fais ce que je pourrais, en tout cas les autres pourront achever l'œuvre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui dit, il s'accroche alors il ne fait rien. Madame, la politique s'est faite sur base des rapports de force, ces sanctions. Il n'aura pas ce soutien-là auprès de l'Union africaine. L'Union africaine elle-même vit des cendres, disons... C'est ce que disent les déclarations. Non, en réalité, je suivais qu'il y a 800 millions de dollars et puis ou d'euros, il y a 80% de cet argent provient de l'Union européenne. Non, madame. On ne parle pas de budget, on parle de ces chefs d'État qui lui ont exprimé à voix haute ou pas qu'ils étaient derrière lui, qu'ils ont dit non à ces sanctions occidentales. La suite, les noms-là qu'ils ont dit, ça aura quel impact sur la décision de l'Union européenne ou des Américains? Quel impact? On l'a vu en Suisse lors de cette réunion sur les droits de l'homme que grâce au soutien des pays africains, Kinshasa a pu obtenir qu'une enquête internationale ne soit pas diligentée ici. Des exemples tout à fait différents. C'était une victoire. Non. Là encore une fois, c'était une victoire pour le régime. Permettez-moi de dire Ils y ont travaillé d'arrache-pied pour ne pas que ça se passe ainsi. Madame, permettez-moi de dire un mot sur cette question-là. C'est comme si cette histoire d'enquête internationale, c'est comme si je suis responsable d'une famille, une nuit les gens sont venus me voler. Un ami me dit, monsieur Sanzala, je peux vous aider à rattraper ces amis, à arrêter les gens qui vous ont volé. Je dis non, laissez-moi même faire ça. Si tu veux, mais tu sois derrière moi, moi-même je dois conduire l'enquête. Sauf entre États, c'est pas pour rigoler. Madame. Le gouvernement congolais a évoqué la souveraineté. Vrai ou faux, on a besoin que la justice soit faite. Vrai ou faux, on a besoin que le gouvernement congolais a évoqué sa souveraineté. Non, maman, la souveraineté n'est pas un visa d'impunité.
Il y aura quand même des experts qui seront ici. Pourquoi refuser l'enquête internationale alors que si on a réellement besoin de la vérité? C'est ça le vrai problème. Alors, il a évoqué Joseph Kabila, selon lui, qui cherche à se maintenir au pouvoir, alors que, comment vous avez dit ça déjà? Alors qu'il ne fait rien. Alors, ne fait rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir d'achat effrité, salaire impayé, sécurité aléatoire et... Que doit-on faire pour arrêter la descente aux enfers du franc congolais? Et, madame, d'abord, la descente de franc et congolais, ce n'est pas dit à cause peut-être de l'inefficacité de notre gouvernement. Nullement, madame. Et vous constaterez avec moi que aujourd'hui, il y a eu baisse des taux de matières premières. C'est une crise qui est mondiale, qui fait en sorte qu'aujourd'hui... Ça date. Ça date, madame. Et les cours ont même commencé à remonter. Oui, vous dites qu'on commence à remonter. Et nous espérons que dans les jours à venir, la situation sera stabilisée, comme toujours. Les experts répondent que les pays où la gouvernance se porte mieux, l'économie s'en porte mieux également. Et chez nous, la gouvernance se porte très mieux d'ailleurs, madame. Oui, il n'y a pas quelque chose qu'il faut, puisque nous avons constaté depuis un certain moment. Ça a commencé depuis quand? Je pense depuis fin 2016 que cette histoire a commencé. Quelle histoire? L'histoire de baisse des taux des matières premières qui a fait à ce qu'aujourd'hui qui hausse des taux de dollars et que les francs congolais essayent un peu de bouger comme ça bouge. Nous espérons qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, avec le gouvernement de Bruno Tshibala qui est mis en place. Alors c'est quoi le déclic qui va régler cette érosion du franc congolais? Et c'est qui aujourd'hui. C'est le travail. C'est le travail, madame. Or, les gens ne travaillent pas. Non. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a plus de 80% de chômeurs, c'est ça? Lui, c'est l'opposant, il va peut-être confirmer ça, à moins qu'il n'exagère un peu, comme tout opposant. Oui, madame, vous savez que tous les pays au monde, chaque gouvernement... Les gens ne travaillent quasiment pas. A toujours eu sa politique d'emploi. On ne produit quasiment pas. Pas quasiment, on produit quand même. Et si on ne produisait, comment on vit? Nous vivons comment dans ces pays? J'ai dit quasiment pas. Oui, on produit. Ce qu'on produit, c'est un pas. Nous allons vers le progrès. On commence de quelque part vers là où nous allons, vers la grandeur. Et c'est là que nous allons. Nous espérons que d'ici, dès qu'on termine cette période de turbulence, que certains n'ont pas pu bien gérer, devant une question politique qu'il fallait lever l'option courageuse afin d'aller de l'avant, et certains de nos compatriotes ont voulu nous retourner. On comprend facilement pourquoi Sami Badibanga n'a pas pu régler ce problème du franc congolais. Donc on ne peut rien attendre de Bruno Tshibala parce que la question politique accapare la scène politique. Oh, madame, on a toujours vu l'opposition réagir dans ces pays. Il fallait qu'on leur donne la responsabilité, qu'on va ce qu'ils peuvent faire. C'est comme ça. Demain, ça sera quelqu'un qui viendra aussi échouer comme les autres. Madame. Je reste en Zala. Sami Badibanga, Bruno Tshibala, je vais y arriver, Bruno Tshibala, incapable de régler le problème de la descente aux enfers du franc congolais. Madame, en tout cas, moi, j'ai toujours été... que c'est des opposants. J'ai toujours été mal placé. Ce sont vos copains opposants. De parler des hommes, moi, je parle des principes. Vous avez vu avec moi que l'ami était vraiment mal à l'aise à répondre. Est-ce qu'il vous a répondu réellement? Il était très mal à l'aise. Voilà, madame, je vous dis une chose. Il y a exactement 11 ans. Il y a 11 ans, nous avons doté le pays d'un nouvel ordre politique en adoptant la Constitution de la République. Et cette Constitution est née d'un dialogue autour desquels les Congolais se sont mis d'accord en Sun City. Ils ont décidé de Sun City, c'était en 2002. Il y a 11 ans maintenant. 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Vous m'avez corrigé. Non, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Okay. Hein, On a eu la Constitution grâce à ces dialogues-là. On s'est mis d'accord de bâtir une démocratie moderne et une nation forte et dynamique. Les pays étaient déchirés. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus la confiance en interne. On se faisait plus confiance. Il y a des gens qui avaient pris des armes pour combattre l'oppression, la dictature. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila qui était l'initiateur, nous a conduit à ce moment-là. Et voilà la conséquence, c'est la situation que nous vivons maintenant là. L'inflation, les sociales difficiles, la rupture des relations avec nos partenaires. On va mettre Tshibala, on va mettre quelqu'un d'autre, on va mettre mon ami. Il ne fera rien. Et parce si c'était Olivier Kamita, le contexte, madame, dans le contexte actuel, on mettra Jésus, il ne fera rien. Parce que la politique, elle est... Ça, c'est un blasphème, ça. Vous avez dit Jésus.
Non, Vous choquez les chrétiens qui nous suivent. Non, j'ai dit quand je fais Jésus, je vois quelqu'un d'une expertise extraordinaire. Non, vous avez Jésus, vous avez dit Jésus. Je suis chrétien, pratiquant, d'une expertise extraordinaire. J'ai fait allusion tout Alors venant d'un chrétien, c'est étonnant. Il ne fera rien. Bon. Et donc, parce que la politique n'est plus stable, l'instabilité politique conduit tout à ces désastres. C'est difficile. Madame, résoudre le problème. Il a parlé la chute des cours de matières premières. Il y a quelqu'un, je cite le nom, président Kamitato, en 2013, il dit ceci: la croissance congolaise est fragile et repose sur une trinité très dangereuse. Une province, les Katanga, donc un secteur, le secteur minier, une province, les Katanga, un produit, le cuivre. Déjà en 2012 ou 2013, il avait dit ça. Donc, il y avait lieu de diversifier l'économie congolaise. Matata, à longueur de journée, disait stabilité du cadre macroéconomique. Monsieur le Premier ministre, diversifier l'économie. Le gouverneur de la banque est revenu là-dessus. La stabilité macroéconomique ne doit pas se résumer à une politique monétaire. Nous devons produire. Vous l'avez lu, lui avait dit qu'on ne produit pas, il dit on produit quand même. On ne produit plus. C'est ça le vrai problème. Donc, quand on n'a pas la stabilité politique, ça conduit à tout ça. Donc, le pays est presque mort. Mais on est en train de rêver. Aujourd'hui, tout fonctionnaire de l'État, je crois vous avoir envoyé cette réflexion-là, tout fonctionnaire de l'État perdit 40% de son salaire. Quelqu'un qui touchait 90 000, c'était $100. Aujourd'hui, 90 000, c'est $60. À l'Assemblée nationale et au Sénat, on leur a promis un réajustement salarial au taux du jour. Madame, monsieur... Et au ministère du Budget, on a répondu que c'est impossible. Voilà. Il y a un ami qui m'a dit... On va peut-être dans les prochains jours recevoir un expert des finances pour venir à éclairer la lanterne des fonctionnaires qui s'attendent à des hausses de salaire, alors qu'en réalité, je crois qu'il n'en est rien. C'est ce qu'on apprend du ministère du Budget. Madame, monsieur Tibala dit, c'est moi ici, il va payer au taux de 44, donc 140, quelque chose comme ça. Mais je dis, c'est impossible. Même s'il payait, il va encore aggraver l'inflation. Plus d'1 million de fonctionnaires de l'État. C'est impossible. Mais le pays va très mal. Mais on fait fi de ça, on se moque des Congolais. Le pays va très mal. Imaginez-vous. On vous paye 90 000, c'était $100, aujourd'hui c'est 60. Si dans vos calculs, vous avez, je paye la maison $50, je paye ceci, c'est difficile, le pays va très mal. C'est la raison pour laquelle nous disons à nos amis de la majorité, chers amis, ayez conscience de la population. Au-delà du fait que vous voulez vous éterniser au pouvoir, il y a 80 millions de Congolais qui doivent vivre. Donc pour vous, il n'y a rien qui marche. Madame, dites-moi, il y a quelque chose qui marche? Il y a quelque chose qui marche? Vous exagérez là. Il y a quelque chose qui marche? Vous travaillez quelque part, non? Vous êtes payé. Vos enfants vont à l'école. Vos enfants vont à l'école. Ils se font soigner quand ils sont malades. Moi, en tout cas, je prends la politique. Je ne fais pas l'avocat du diable. Au sérieux, en tout cas, laissez-moi vous dire que madame. C'est vrai que ça va mal, mais il y a aussi des choses qui marchent. Une petite minorité. Petite minorité. Madame, nous ne pouvons pas dire que ça va mal. Pays, pour vous, tout va bien. Je suis désolé. Pour vous, tout va bien. Oui, ça marche, madame. Ça marche. Je suis désolé d'entendre. Qu'est-ce qui marche? Il dit qu'est-ce qui marche? Que les premiers ministres. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche, par exemple? Et ça marche. L'économie, est telle qu'elle est, ça évolue. Les jeunes gens, ils sont en train de travailler. Aujourd'hui, on engage, madame. Il y a des jeunes qui trouvent l'emploi tous les jours qui passent ici. Même si ce n'est pas à une vitesse croisière comme certains préfèrent. Mais au moins, il y a des jeunes gens qui sont engagés, qui travaillent, qui touchent leur salaire et ce qui améliore même les conditions sociales. Mais l'ami, il dit ici, le Premier ministre a dit qu'il va payer à 144 000, c'est pas 140 et tout ça. Il dit qu'il croit, lui, dans son fort intérieur, il croit que c'est impossible. C'est au ministère du Budget. S'il vous plaît, c'est le ministère du Budget qui a tiré la sonnette d'alarme. Merci, madame. Vous savez que le ministère du Budget n'agit pas indépendamment. Le ministère du Budget et ici du gouvernement. C'est le conseiller. Le Premier ministre. Le ministère du Budget, c'est le conseiller du Premier ministre en matière de finances. En ce que je sache, madame, il y a encore des négociations là-dessus. C'est même l'ordonnateur général de dépenses de l'État. Je suis sûr et certain qu'il y aura une solution qui sera trouvée. On a dit au Premier ministre que c'est impossible. Et non, ça ne sera pas impossible, madame. La solution sera toujours trouvée. Si ça sort impossible, on lui a dit que ça va pourrir encore plus la situation. Le Premier ministre, alors, il est incapable de diriger sa politique. Seulement, il pourra démissionner. Vous savez, il y a des questions, il y a des décisions, des annonces qu'on fait pour la com, des annonces politiques. Madame, ici, l'ami, ce qu'il doit comprendre, et même les téléspectateurs, c'est que il
Yahi, c'est qu'il y a les francs congolais, il a essayé un peu de dégroler et tout ça, mais il y a des mesures vraiment courageuses qui sont en train d'être mises en place afin que cette situation-là, il trouve sa solution. C'est ce qui est en train d'être fait. Et le gouvernement discipline. Il y a eu la réaction du ministère du Budget et secte, et aussi la volonté, la détermination du Premier ministre, et qui aujourd'hui, ils vont se mettre ensemble dans le gouvernement et lever l'option, si c'est ce qui sera fait. Ce qui n'est pas encore fait, des tractations. Alors dans la balance, il y a le politique et le raisonnable. Madame, je suis démographe, mais la macroéconomie, j'en sais quelque chose. Je vais aider l'ami. Quand on dit c'est impossible, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous savez comment le pays vit maintenant? Le pays vit maintenant des recettes que nos régies financières essaient de récolter, ça et là. Donc, on est là, on a un ministre des Finances qui se comporte en réalité maintenant comme un caissier. Il attend DGDA s'excentriquant, combien, au FIDA, DGI. Et à la fin, on dit, qu'est-ce qu'on a comme dépense maintenant? On essaye de... Si on n'a pas d'argent, on fait recours à ce qu'on appelle la planche à billets. Vous êtes informé que le gouvernement fait recours à la planche à billets. On a plus de devises. On a, je crois, une semaine d'importation à la Banque centrale. Donc, le pays... Et quand il dit ça, moi je suis vraiment offusqué. Quand il dit le pays va très bien, je ne sais pas s'il vit où. Mais en tout cas, à Kin. C'est son point de vue. Mais non, madame, on doit être sérieux quand même. Vous savez, on peut regarder, deux personnes peuvent regarder dans la même direction et ne pas avoir la même perception. Vous avez raison, madame. Quand le gouverneur de la Banque centrale dit qu'on a 2 semaines d'importation, on n'a plus de devises, mais... S'il ne croit pas au gouverneur de la Banque centrale, il va croire à qui? Et s'il est vrai que la Réserve fédérale américaine nous a ordonné à l'Europe de nous couper les vivres en dollars? Heureusement que nos amis se sont battus, mais sinon ce serait une catastrophe. Enfin. Il reconnaît. Il est reconnaît. Bon, je ne maîtrise pas bien, mais je sais que j'ai suivi le président des banquiers. Il dit qu'ils vont appliquer certaines mesures ici sur place pour essayer un peu de remodeler cette décision. Et ce n'est pas une décision qui concerne que la République démocratique du Congo, c'est quasiment toute l'Afrique subsaharienne. Mais moi, ce que j'ai dit, en tout cas, si cette décision était appliquée, en tout cas, ce serait la catastrophe. Alors, on va terminer peut-être par ces mouvements rebelles ou insurrectionnels qui attirent de plus en plus de jeunes. Pourquoi? Madame, ces mouvements, il n'y a que des jeunes qui ils ne comprennent pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là pour appeler à ces jeunes-là de revenir au sens patriotique, qu'ils ne puissent pas suivre ici qui estiment que la démocratie, c'est rentrer en brousse, aller prendre les armes et puis venir s'installer. Je sais où cette époque est déjà révolue, madame. Aujourd'hui, nous sommes dans une pleine démocratie que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, nous a amené depuis 2010. Nous sommes sur ce chemin-là, un chemin qui est aujourd'hui porteur d'espoir. Que ceux qui estiment qu'ils sont incapables de gagner les élections par les urnes, qui estiment qu'ils vont gagner par les armes, ils se trompent, madame. Nous décourageons ces jeunes gens de rester et de se positionner, d'aller s'enrôler massivement. Et que si parmi eux, ceux qui estiment qu'ils peuvent entrer dans cette compétition, dans cette course électorale, ils peuvent aller postuler à la CENI, afin que, et à leur tour, qu'ils soient élus. Mais nous décourageons ceux qui sont aujourd'hui en Europe, au lieu de venir ici au pays et travailler pour l'intérêt national du peuple congolais, ils vont là-bas et faire des déclarations, pratiquement, en tout cas, de l'époque. Oui, ça, on en a parlé au début. Oui, j'irai sans ça là. Madame, je voudrais corriger une chose. Quand je parlais de 11 ans, je faisais allusion à l'adoption de la Constitution, parce que c'était en 2006. 2006, oui. Ok. Nos jeunes, des rébellions. Moi, j'ai dit, à mon humble avis, cette histoire des rébellions en répétition devait s'arrêter, parce que je l'ai rappelé ici que toutes ces rébellions, en tout cas, logiquement, ils prenaient des armes pour combattre l'oppression, la dictature. Dès lors que nous étions dans une trajectoire démocratique, je parle dans l'organisation des élections, en tout cas, voulait accéder au pouvoir, attendez les élections. Dommage que Joseph Kabila complique encore les choses. Mais nous avons l'État qui doit veiller à ce qu'on dit l'intégrité territoriale. Alors s'il y a des rébellions qui naissent là, mais il y a lieu de se poser la question. Donc je dis tout simplement que c'est un problème de gouvernance. Quand le président de la République fait le déplacement à Beni, il arrive 2 jours après, on tue. Quand le président de la République il rentre, on continue à tuer. Bon, il y a lieu de dire qu'il y a un problème de gouvernance. Et donc, moi, je pense que
ils ont échoué, lamentablement. Je vous garde pour la conclusion, il nous reste 1 minute. En 30 secondes, votre conclusion. Après, ça sera Maître Kizito. Ce que je peux dire en dernier mot, je voudrais inviter nos amis de la majorité présidentielle à un esprit patriotique. Donc, ayez en idée que la population souffre, ne compliquez pas les choses. Vous avez dirigé le pays. Dès lors que vous estimez que vous êtes à court de compétences, en tout cas, le mieux serait de rendre des tabliers. Donc démissionner, ce n'est pas une faiblesse, surtout une qualité, surtout quand on sait qu'on est vraiment en difficulté d'accomplir ce qu'on attend de vous. Merci madame. Il parle de la démission. La démission n'a jamais été reprise dans notre constitution. Nous sommes des respectueux des textes, nous devons respecter notre propre constitution. Les derniers mots, madame, nous sommes en pleine période d'enrôlement. J'appelle les Congolais d'aller s'enrôler massivement. Puisque à ce moment ici, vous avez suffi. Il est de là qu'il n'appelle même pas ses militants et leurs militants d'aller s'enrôler massivement. Et ils rêvent. Ils ne voient pas les élections venir. Nous appelons la population congolaise de continuer à aller s'enrôler massivement afin que bientôt que chacun ait sa carte d'électeur. Et bientôt nous allons aller nous exprimer aux urnes et nous allons voter nos futurs dirigeants. Ainsi se termine ce Madame, oh là là. Il y a 3 semaines, j'étais sur ce plateau, j'ai appelé la population à l'enrôlement. Merci pour le rappel. J'y reste sans alerte. Il y a la communication de l'ARC d'Olivier Kamitatou, Kizito Ngoy. Il est militant du PPRD. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres. Demain, en rediffusion sur le B1 Canal+, à 7h15 et tout à l'heure à 21h30 sur le B1 local. À la semaine prochaine.